Bonjour, bienvenue dans Ça Discute, le rendez-vous bimensuel de l'actualité africaine. Sur ce tableau ici présent, nous avons Yet. Bonjour Yet. Bonjour Andy. Nous avons Auguste. Bonjour Auguste. Bonjour Andy. Et nous avons Alain qui n'est pas présent, mais qui est à distance. Bonjour Alain. Bonjour. Mes chers camarades, pour ce troisième épisode de notre rendez-vous bimensuel, il y a l'actualité qui est bouillante. Vous savez, je pense de quoi je parle aujourd'hui. Nous allons parler de la déchéance d'Alpha Condé. Opposant historique des présidents Sékou Touré et Lassana Conté depuis les années 70, le professeur président a été déposé par le légionnaire qu'il est allé lui-même aller chercher. Ce légionnaire qui était censé le protéger, au final, l'a renversé. Mais on peut se poser une question. Au final, Alpha Condé est-il une désillusion ? Pour répondre à cette première question, je vais commencer par Alain. Alain, Alpha Condé est-il une désillusion ? Alors, merci pour la question. Je pense que la situation d'Alpha Condé a été causée par Alpha Condé, dans le sens où il a créé lui-même ses propres démons, pas par rapport aux putschistes, mais simplement quelque part parce qu'il a simplement violé tout ce pourquoi il s'est battu, toutes les valeurs qu'il a défendues depuis qu'il était à l'opposition. Et aujourd'hui, il se retrouve avec un troisième mandat qui était très contesté avec des morts et des blessés. Et donc, il a fait un forcing. Donc, aujourd'hui, depuis son élection, la situation en Guinée était déjà politiquement assez instable. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le lieutenant-colonel n'est que simplement les conséquences de ce que lui-même il a semé. Voilà. Auguste, pour rejoindre ce que je disais, on a vu tout ce qui s'est passé depuis qu'il a pris le pouvoir en 2010, le changement de la constitution, aujourd'hui sa déchéance. Est-ce que Alpha Condé, au final, que retient-on de lui ? Est-il une désillusion ? Vraiment ? Alors, pour répondre à cette question, moi je vais commencer par des faits historiques, mais en partant effectivement de son coup d'État constitutionnel pour Alpha Condé, le président arrêté le 5 septembre. Il est au pouvoir quand même depuis 2010. C'était l'opposant qui incarnait l'espoir, qui s'est mué finalement en autocratique répressif. Bon, je vais faire une brève partie sur l'histoire. Alpha Condé, comme vous le savez, il a fait des études de droit de Sciences Po, militant des mouvements indépendantistes nationalistes. Donc il avait vraiment une ligne plutôt progressiste. Mais au final, il sera condamné à mort par contumace par Sékou Touré, qu'il va combattre. Puis celui de Lassana Conté. Il revient en Guinée quand même en début des années 90 comme opposant historique. Il se présente à la fin des années 90 deux fois. Il a été deux fois quand même. Il s'est présenté deux fois et après il a été emprisonné. Il a même fallu que parfois Chirac, Tikendia Fakoli interviennent. Et quand il ressort, après quand on a réclamé sa libération, il sort de là avec le soutien de la jeunesse. En 2008, à la mort de Lassana Conté, une junte militaire prend le pouvoir. Puis il y a une transition qui se met en place. Il débauche sur les élections. Il devient le premier président élu démocratiquement. Donc, aujourd'hui, quand on voit tout ce parcours, et j'ai envie de dire tout ça pour ça, Alpha Condé est finalement une désillusion et devient finalement une déception pour toute l'Afrique par rapport à ce qu'il a suscité, puisqu'il a même été appelé par le Mandela de la Guinée. Yet, au dire de tes camarades Alain, Auguste et surtout de l'actualité, de ce que tu sais, d'opposant historique à aujourd'hui présenté comme autocrate, est-ce que pour toi Alpha Condé est une désillusion par rapport aux espoirs qu'il a suscités ? Désillusion, je pense que ce serait même le caresser, Alpha Condé. Moi, je dirais Alpha Condé, est-ce un gâchis ? Oui, c'est un gâchis. C'est un gâchis avec tout ce qui... il a incarné cet espoir-là.
il s'est fait lui-même appeler le Nelson Mandela de l'Afrique de l'Ouest. C'est quelqu'un qui, même en étant en France, quand il gérait la Fédération des étudiants africains ici, il a suscité de l'espoir au niveau d'autres fédérations nationales, locales au niveau de l'Afrique. On va prendre l'exemple par exemple de la FECI. Beaucoup de fédérations ont cru au leadership d'Alpha Condé, aux idéaux qu'il combattait. Mais aujourd'hui, déjà, quel est ce diable qui a poussé à modifier la Constitution pour chercher à faire quoi qu'il n'a pas pu faire en 10 ans? D'accord. Alain, aujourd'hui, au vu de tout ceci, on peut aussi se poser des questions. Quand on parle de désillusion, est-elle que politique? Quel est le bilan au final? Quel est le bilan économique d'Alpha Condé? Est-ce que le tissu économique a évolué durant son règne? Alain, s'il te plaît. Moi, je dirais tout ce qu'on peut retenir du bilan économique d'Alpha Condé est un bilan qui est assez mitigé, avec beaucoup d'intérêts étrangers. Quand on voit un peu le pays aujourd'hui, les mines, il ne faut pas oublier quand même, c'est le deuxième pays qui est producteur de bauxite au monde, je crois. Et donc, c'est tout de même, avec toute cette richesse, et qu'on voit aujourd'hui que ce pays se retrouve dans une situation économique aussi catastrophique, on peut se poser des questions, malgré qu'il y ait des faits historiques qui ont fait que ce pays a été plongé dans un chaos économique, quand même avec tout ce qu'il y a comme richesse, parce qu'il ne faut pas, il n'y a pas que le bauxite, il y a aussi de l'or, il y a aussi du diamant. Donc, malgré cela, aujourd'hui, une bonne partie de l'économie de ce pays est tenue par les étrangers, et qui ne payent pas des impôts. Et ça, il ne faut pas oublier. Et on se retrouve avec une population qui est un peu à la ramasse. Et pour moi, je dirais que son bilan économique est catastrophique. Donc ça, il ne faut même pas se mentir là-dessus. D'accord. Alors, Alain, tu as parlé de plusieurs sujets, tu as soulevé plusieurs interprétations. Moi, le cœur de ma question, c'était est-ce que le tissu socio-économique a évolué? Est-ce qu'il a changé? Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Pourquoi a-t-il voulu se maintenir au pouvoir? Est-ce que, par rapport à ses promesses de campagne, est-ce que ceci a été matérialisé dans le quotidien des Guinéens? Auguste, je veux que tu répondes à cette question de façon précise, s'il te plaît. Alors, moi, j'ai envie de lui faire un procès d'intention parce que, comme vous savez, il y a eu un boom, sur le plan minier en 2016 où, par exemple, la CMB, donc la société minière de Bokeh, qui est passée de 12 millions de tonnes de bauxite à 46. Donc, leur objectif, c'était d'atteindre 50 millions. Et la CBG, qui est donc la compagnie à 49% étatique aussi, a connu des mêmes expansions. Et donc, aujourd'hui, le budget de la Guinée équatoriale serait plus... Guinée-Conakry, pardon, serait plus prolifique. Et donc, avec ces faveurs, c'est plus facile de gouverner. Il s'est peut-être dit que c'est à la fin que commencent les bonnes choses. Pourquoi ne pas rebondir? Et comme vous savez, la CMB, qui est une compagnie plutôt franco-sino... Auguste, tu ne réponds pas concrètement à la question. Moi, je veux savoir quel est son bilan économique. Alpha Condé a pris le pouvoir en 2010, nous sommes en 2021. Quel est le bilan économique d'Alpha Condé? Est-ce que, avant et après, la Guinée-Conakry a connu un changement significatif? Ben non, la Guinée n'a pas connu un changement significatif. Déjà, sur le plan social, c'est la catastrophe, puisque aujourd'hui, même en parlant du bauxite, qui est devenu un problème au niveau de la population, puisqu'on a vu des effets secondaires qui se manifestent, le tissu social est resté le même. Aujourd'hui, la Guinée a toujours le problème, puisqu'on l'appelle le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il ne devrait pas avoir des problèmes d'adduction d'eau. Mais aujourd'hui, il n'y a que 3% de la Guinée où est couvert pour les problèmes. Donc, sur le tissu social, aujourd'hui, c'est la catastrophe par rapport à la rentabilité minière, qui est la principale activité. Je veux que tu nous aides. Aide-nous à, comment dire,
à pouvoir apporter ton analyse sur cette question. Au-delà de la déception et de la désillusion qu'il incarne désormais, mais quel est le bilan d'Alpha Condé? Son bilan économique, au niveau social. Ensuite, au niveau politique, quel est son bilan? Est-il vraiment une désillusion? Au niveau économique, c'est la catastrophe. Hein. Tout est catastrophique aujourd'hui. Après, il faut savoir où on place le curseur. Déjà, Alpha Condé, quand il arrive aux affaires, où se trouvait la Guinée? Si on part du principe où la Guinée était... La Guinée de Lansana Conté. On parle bien Dadis Camara. Si on prend la Guinée de Dadis Camara, dans quel état Alpha Condé trouve cette Guinée? On peut dire certaines améliorations sur certains points. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de l'augmentation de la production de la bauxite, et là encore, à quel prix écologique? Il y a des catastrophes au niveau environnemental. Mais au niveau social, aujourd'hui, la Guinée qui est un pays qui a plus de 13 millions d'habitants, mais aujourd'hui, la Guinée, encore plus de la moitié de la population est quasiment, elle vit sous le seuil de la pauvreté. En termes d'hôpitaux, infrastructures hospitalières, il n'y en a pas. Tout ce qui est route, il n'y a pas. Sur le tissu social, ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, la question du tribalisme est devenue de plus en plus forte entre les Soussous, les Peuls. En fait, c'est Alpha Condé, la réussite d'Alpha Condé, c'est la division de l'opposition. Mais quels étaient ses objectifs au début? Quand il a pris le pouvoir en 2010, quels étaient ses objectifs? Mais c'est le combat qu'il menait, tout simplement faire de la Guinée, la Guinée a toujours été présentée comme la RDC comme étant des États à scandale géologique. Alain, quels étaient les objectifs d'Alpha Condé quand il prend le pouvoir en 2010? Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Et s'ils n'ont pas été atteints, pourquoi? Je vais rejoindre mon ami Yet pour dire que les objectifs à la base d'Alpha Condé, c'était défendre les valeurs qu'il avait au départ, c'est-à-dire faire de ce pays un grand pays comme les autres pays de la sous-région. Mais quand on voit la politique qu'il a menée au fil du temps, c'est vrai qu'il y a eu la production, une production minière assez importante au prix qu'on connaît, mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif qu'il avait au départ, il n'a pas atteint. Et il ne l'a pas atteint, pourquoi? Parce que il y a eu aussi ce problème, d'une part ce problème ethnique, et d'autre part aussi le problème politique. Il a commencé à éclater de gauche à droite. Aujourd'hui, on a vu comment l'opposition s'est retrouvée à terre. On a vu des arrestations. On a vu, peut-être, il y a eu peut-être quelques opposants qui se sont retrouvés en liberté conditionnelle, mais quasiment plus de 137 personnes de l'opposition ont été emprisonnées. Et sans oublier le bilan catastrophique et le nombre de décès qu'il y a eu suite au changement de la Constitution. Mais ce qui est sûr, c'est que le bilan qu'il avait au départ, de vouloir faire de la Guinée un pays qui était assez prolifique, n'a pas été atteint. Et ça n'a pas été atteint par rapport aux choix qu'il avait fait, des différents choix, les différents accords secrets qu'il a dû signer avec les étrangers. Et pour revenir un peu sur la question économique, c'est qu'aujourd'hui, comme bien d'autres pays africains et ailleurs, l'économie, elle n'a pas décollé parce qu'il y a toujours les intérêts étrangers qui sont là et qui font que le tissu socio-économique de ce pays ne pouvait pas être stable et ne pouvait pas se développer. Et ça provoque quoi? Ça provoque la situation qu'on connaît et avec le bilan catastrophique qu'on connaît. Donc l'objectif n'a pas été atteint, pas du tout. Et ce, sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Merci Alain. Donc, on pensait donc à tort qu'il se serait surpassé et que sa virginité politique servirait de tremplin pour un nouveau départ politique pour la Guinée. Mais en fait, cet homme s'est avéré comme une énorme déception sur tous les points, au niveau de sa posture, des actes, mais surtout des réalisations. Mais en fait, je veux que tu termines ce petit chapitre quand on a débuté. Pour toi, je veux que tu cites les points centraux de la désillusion, mais là, ce sera surtout au niveau politique. D'accord. Au niveau politique, mais je voulais quand même revenir que dans les promesses, après avoir été élu démocratiquement, il avait promis revoir le contrat minier.
ça a été revu en 2011, puis en 2013. Et finalement, ce qui devrait être en faveur de la population et pour avoir une meilleure rente minière pour l'État, ça profite aux mastodontes étrangères. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que c'est de là qu'il voulait axer son premier mandat pour renflouer les caisses de l'État et investir au niveau du deuxième mandat. Donc ça, il fallait quand même le dire. Sur le plan politique, c'est comme l'a dit Yet tout à l'heure, moi je suis complètement d'accord, c'est qu'il a créé une prolifération du tribalisme. Aujourd'hui, il y a vraiment deux courants, c'est les Peuls et les Malinqués. Donc les Peuls pour Cellou Dalein, son opposant un peu historique, et les Malinqués pour lui, qui sont devenus des ennemis, c'est-à-dire des frères d'une même patrie qui sont des ennemis. Donc sur le plan politique, moi j'aimerais insister sur le tribalisme parce que ça détermine un peu l'échiquier politique. D'accord. Donc aujourd'hui, une fois de plus, c'est dommage de le dire, mais on va enchaîner des aspects pour le fiasco sur... Il a été alors donc un vrai gâchis. Donc du coup, il y a plusieurs questions aujourd'hui aussi que les gens se posent. Que les gens se posent, notamment, on peut se dire, hier c'était Dadis Camara, aujourd'hui c'est le lieutenant-colonel Mamadi Doumbaya. On pourrait malheureusement se poser la question, vu la reproduction des situations, demain, à qui sera le tour? Mais d'abord, une question que tout le monde se pose, bien sûr. Mais qui est ce colonel Mamadi Doumbaya? Que revendique-t-il? D'où vient-il? Quelles sont ses intentions? Simplement, qui est-il? Yet, je veux que tu répondes à cette question. Qui est le lieutenant-colonel Mamadi Doumbaya, l'homme fort actuel? L'homme fort actuel de Conakry, Mamadou Doumbouya, était un ancien légionnaire, caporal-chef dans la Légion française, qui a été bombardé directement colonel par Alpha Condé sur conseil tout simplement de Idriss Déby pour la création des forces spéciales dans le but de lutter contre le terrorisme. Mais le gars a été bombardé sur quelle base? Parce qu'il a été légionnaire tout simplement, même parce qu'il venait du même clan ethnique que Alpha Condé. Quelles étaient les intentions au départ d'Alpha Condé de nommer ce lieutenant-colonel? Déjà, les intentions au départ, on peut dire qu'elles étaient nobles parce qu'on parle du G5 Sahel. À l'époque du G5 Sahel, le président Déby est encore en vie. Alpha Condé se rend compte qu'on ne parlait que de deux armées assez efficaces sur le terrain. Il y avait l'armée tchadienne et l'armée mauritanienne. Bien sûr que la menace terroriste n'était pas encore aux portes de Guinée. Idriss Déby a conseillé à son frère, à son homologue Alpha Condé, d'avoir une force spéciale capable de contenir les assauts des terroristes. C'est cela, du coup, Alpha Condé a mis en place cette force spéciale pour lutter à la base contre le terrorisme. Et malheureusement, cette force spéciale a été utilisée pour les intérêts personnels d'Alpha Condé pour mater la population. On l'a vu avec les manifestations des opposants du FNDC dans le changement de la Constitution. Auguste, que revendique aujourd'hui Mamadi Doumbaya? Que revendique-t-il aujourd'hui? Quelles sont ses intentions pour la Guinée? Alors, déjà, juste pour rebondir sur ce que disait Yet, effectivement, c'est dommage, c'est un effet boomerang pour effectivement ces forces spéciales qui étaient créées à la base pour le G5 Sahel, parce que si vous voyez, il y a des images qui le montrent où il y a Doumbouya et Goïta qui ont eu même à exercer ensemble. Donc, pour revenir, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Moi, avant de parler même de revendications, historiquement, la Guinée est un pays où il y a eu des violences pour des histoires politiques. Oui, ça on le sait, mais là concrètement dans l'actualité aujourd'hui, on veut savoir aujourd'hui, parce que on nous l'a présenté comme un légionnaire venu de France, etc. Ce sera très difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il revendique? Parce qu'il est passé à la télé. Il est passé à la télé. Oui, il est passé à la télé. Laisse-moi finir, Auguste. Il est passé à la télé. Il a énuméré un certain nombre de choses. Il présente une certaine posture, mais au final, on peut se poser la question, nous de l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il revendique? Quelles sont ses intentions pour la Guinée? Mais vous savez, historiquement, tous ceux qui qui passent par coup d'État font aussi des bonnes promesses. Oui. Aujourd'hui, il sera très difficile d'élucider ce que veut réellement M. Goïta et Doumbouya. Mais dans un premier temps, n'a-t-il pas énuméré certaines choses? Il a énuméré, par exemple, et ça, moi, je trouve ça un peu triste de le dire tout de suite, qu'il va maintenir tous les contrats miniers, il l'a dit.
C'est déjà un problème, c'est ce qui est beaucoup contesté. Il a dit qu'il va sortir tous les prisonniers politiques. Ça peut être du populisme. Il a déjà commencé à sortir oui. quelques-uns. Je me demande, est-ce que c'est du populisme ou réellement ça part d'un élan de démocratiser le pays? Il a dit que aujourd'hui, mais il se présente. Moi, je me pose des questions pour répondre concrètement. Je me pose des questions sur ses intentions parce qu'il présente l'armée vraiment en avant de cette action Justement. de destitution de Alain, mais que veut Mamadi Doumbouya? Que revendique-t-il? Quelles sont ses intentions au final? Alors, juste une petite parenthèse pour corriger le nom, c'est Doumbouya, hein, c'est Doumbouya. Alors, pour répondre à ta question, moi, je ne peux me contenter que de ce qui est dit officiellement. Aujourd'hui, il a compris un certain nombre il a compris que quelque chose n'allait pas dans ce pays depuis un moment. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il était quasiment un peu sous surveillance depuis le mois de mai par ses liens avec Goïta. Donc, je pense qu'il a aussi agi un peu dans la précipitation, mais en ce qui concerne ses revendications, il a simplement, moi je me dis, je préfère rester un peu dans l'optimisme pour dire, ok, bah aujourd'hui il a reçu quelques délégations, il a parlé avec les anciens ministres, il a cité ce qui n'allait pas et ce qu'il voulait faire de son pays. Et pour revenir par rapport à ce qu'a dit Auguste sur le fait est-ce qu'il fait du populisme? Quand même, s'il a dit qu'il garde les contrats miniers, ce n'est pas pour le pays. Je pense que c'est surtout pour rassurer les investisseurs actuels. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un militaire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un conseil des forces spéciales à la tête du pays qui ne sont pas des politiques, donc qui sont là pour permettre en fait à la mise en place d'une transition qui, elle, va pouvoir vraiment décider de ces contrats miniers et si possible les abolir. Donc pour l'instant, je ne pense pas c'est ce qu'il va revendiquer, sauf si on se trompe et qu'on se retrouve encore dans les années sombres de Dadis Camara. Mais s'il fait vraiment ce qu'il dit pour l'instant, moi je pense que il revendique quelque chose qui est assez positif pour son pays. Et moi pour l'instant, vu que je vais simplement me tenir sur les faits, je préfère encore être optimiste de me dire c'est quelqu'un qui a vraiment des intentions qui sont assez positives et qu'il peut permettre en fait de pouvoir mettre en place une transition et ensuite de passer le pouvoir aux civils. Voilà. Yet, à la lecture des événements et par rapport à ce qu'a pu dire ton cher camarade Alain et Auguste, quelles sont les intentions de ce lieutenant-colonel, d'après toi? C'est un colonel, déjà aujourd'hui il n'est plus vraiment lieutenant-colonel, des colonels pleins je pense. Est-ce que vous avez déjà vu des militaires faire un coup d'état, se poser devant la télévision nationale et ne pas avoir de belles phrases? C'est la même phraseologie entre guillemets. Au Mali on l'a vu, un peu partout. Non, en fait je vous dire que c'est la même entre guillemets phraseologie que ces militaires-là qui font des coups d'état sortent en fait devant la télé. On va mettre en place une transition pour remettre le pouvoir aux civils. On va faire ci, on va faire ça. C'est toujours. Combien de fois ça a marché? Aujourd'hui, est-ce que on a le droit de se demander, est-ce que le colonel Doumbouya n'a pas d'abord agi en pensant à sauver sa propre tête parce que sa tête était quasiment mise à prix par les caciques du régime. Donc il a anticipé les événements. Exactement. On a le droit de se demander. Mais aussi, il y a aussi un souci. Oui. N'oublions pas que c'était la première fois que la Chine réagisse violemment, officiellement, après un coup d'État en Afrique. On sait les investissements qu'il y a aujourd'hui en Guinée, des investissements chinois. Mais ce que tu dis là est très intéressant. Quand tu dis qu'il a anticipé, et il y a une phrase qui me vient, c'est Feu le président Eyadema du Togo, qui avait dit à l'époque, s'il n'y a pas un traître dans la maison, le sorcier du dehors ne pourra jamais nous atteindre. Donc on peut se demander, parce qu'au vu des événements, ça semblait trop facile. On ne sait pas comment... En fait, on peut se demander, mais comment il a pris le pouvoir? A-t-il agi seul? Comment cela s'est fait? Est-ce que, Auguste, tu peux
nous donner un peu ton avis sur cette question? Parce que ce coup d'État s'est fait trop facilement. Alors, moi déjà... Est-ce qu'il agit seul? S'il n'a pas agi seul, de qui a-t-il obtenu l'aide? Bon, déjà, je vais éviter de spéculer parce que Bien sûr. je n'ai pas des informations. Tout ce que je vais dire n'engage que moi et je le dis avec beaucoup de réserve. Donc, effectivement, comme l'a dit Yet, toutes ces phraseologies-là concernant les coups d'État, on sait comment ça se passe. Aujourd'hui, est-ce qu'il a agi seul? Je ne sais pas. Et le traître là, ou le sorcier là qu'il a mais aidé? par contre, faire un coup d'État dans un pays qui a été finalement beaucoup militarisé, avec un président guillemets qu'on qualifie de dictateur, qui devrait donc contrôler l'armée, gérer la logistique, les ressources, se faire avoir si facilement en 2, 3, 4 heures, ça n'a même pas duré toute la journée. Je pense qu'il a été aidé par qui? Je ne saurais pas. On a vu des images où il y a des drapeaux américains. Est-ce que c'est vrai? Comme je vous dis, ça reste de la spéculation. Maintenant, je reste convaincu d'une chose, c'est qu'en Afrique, historiquement, quand il y a un coup d'État de ce genre, il y a une main obscure. Il y a une main obscure, il y a une main noire qui a effectivement donné son aval. Et on sait tous aujourd'hui que la France et Alpha Condé ne sont pas en odeur de sainteté et qu'il a choisi plutôt la Russie et il s'est axé vers la CMB que j'ai parlé pour le contrat minier avec la compagnie singapourienne. Je sens que tu as des arguments sur cette question. Pour toi, parce que ça semble trop facile en fait, on peut se demander, mais quel est le traître là, quels sont les sorciers là qui l'ont aidé à pouvoir conquérir le pouvoir de façon aussi facile? Oh, l'histoire nous le dira tôt ou tard. Mais déjà, le premier homme qui l'a aidé sans le savoir, c'est Alpha Condé lui-même. Ah bon? Alpha Condé, Alpha Condé a quasiment fragilisé toute l'armée au profit des forces spéciales. Si les forces spéciales bénéficiaient de toute la logistique d'un grand financement, plus que tous les autres corps de l'armée. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que le palais présidentiel d'Alpha Condé était l'un des palais présidentiels en Afrique de l'Ouest les moins bien gardés. D'accord. Ceux qui gardaient ce palais présidentiel étaient constitués tout simplement des gens de son parti et des gens de son coin. Ils n'avaient pas la formation militaire qualifiante pour vraiment exercer ce genre de sécurité. Ça a été fait rapidement, facilement, parce que tout est d'abord de la faute d'Alpha Condé, parce qu'il avait d'abord mis sa confiance en ce colonel, parce que c'est quelqu'un de son coin. Encore une fixation sur le côté appartenance ethnique qu'il a trahi. Alors, quels sont ces sorciers-là? Quel est ce traître-là qui a pu aider le colonel à conquérir le pouvoir? Mais surtout, on peut se poser la question, est-ce que, comme partout souvent en Afrique, quand il y a des coups d'État, est-ce qu'il y a une certaine main noire derrière tout cela? Alain? Bah, on peut même pas se demander, c'est une certitude. C'est une certitude. Et je vais simplement prendre le cas d'un autre pays que connaît bien mon ami Ed, c'est le Niger. N'oublions pas le coup d'État de Tanja par Salou Jibo, qui s'est fait également en 3 heures. En 3-4 heures, c'était terminé. Mais là aussi, il y avait aussi une main noire quand même qui s'appelait Areva. Donc c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on va se dire oui, on ne sait pas parce qu'on va spéculer parce qu'il n'y a pas de preuves. Non, c'est une certitude. Même si on ne peut pas le prouver sur papier, on sait que c'est le cas parce que du moment où il y a des intérêts étrangers qui sont menacés et ces pays étrangers, c'est des puissances, forcément, ils vont dans le sens qui va forcément arranger leurs intérêts. Donc ça, c'est le cas. Et moi, je ne pense pas que dans le cas du coup d'État en Guinée-Conakry, qu'il y ait eu, je ne sais pas, une complicité interne ou quoi que ce soit, parce que euh, Alpha Condé avait déjà fragilisé toutes les institutions et a commencé aussi par la garde présidentielle. Donc c'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu combien? Je crois qu'il y a eu 6 ou 7 morts. Donc, et ce sont des jeunes qui ont voulu défendre la présidentielle et enfin, la présidence et qui sont décédés. Mais en temps normal, je pense que dans un coup d'État où il n'y a pas
où les institutions, quand même, qu'elles soient civiles ou militaires, sont fortes pour qu'on se retrouve avec un tel effectif, je pense que enfin, ça aurait été un peu plus. Donc c'est pour montrer à quel point en fait Alpha Condé avait fragilisé toutes les institutions, qu'elles soient civiles ou militaires, ce qui fait qu'on se retrouve avec un pays qui a des institutions très faibles et avec une garde présidentielle qui est très faible, avec une armée qui est très faible et avec aussi des forces spéciales qui ont un budget assez conséquent et qui leur permettent en fait de faire ce qu'ils veulent au final. Donc c'est aussi simple que ça. Moi, je ne vois pas du tout un sorcier en interne, mais par contre, oui, un sorcier externe qui tire les ficelles depuis l'autre côté, oui, ça c'est certain. Donc, on peut donc se dire que c'est un coup d'État assez justifié, Yet. Oh, mais vous savez que Oui, vas-y. on trouvera, pour justifier quelque chose, on trouvera toujours les raisons. C'est pas les raisons qui manqueront. D'aucuns peuvent dire que c'est justifié, et ceux qui soutiennent la junte, parce que c'est des poutistes, il faut les appeler ainsi. Et puis les partisans d'Alpha Condé, je ne pense pas qu'ils peuvent dire que c'est justifié, parce que ils vont se dire ils étaient déjà sur une base démocratique. Parce que n'oublions pas que est-ce que le coup d'État fait avancer les choses? On a beaucoup d'exemples ici en Afrique. Les coups d'État ont toujours été un élément de création de retard. On voit avec l'exemple du Mali. Donc, Alpha Condé est le seul responsable de sa chute, au vu de ce que Alain et Yet ont dit. Auguste. Alors, finalement, ça sera lui le responsable de sa chute, mais il faut ajouter toujours qu'aujourd'hui, il y a une certaine main noire qui décide. Et cette main noire-là, c'est qui? On peut la nommer. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude. Bien sûr, il y a un problème, il y a un jeu de puissance, dans tous les pays. Et c'est normal, ces puissances-là agissent dans l'intérêt de leur peuple. Si vous êtes dirigeant de vos pays, vous ne pensez qu'à servir d'abord les puissances étrangères au lieu de servir votre peuple, on va d'abord s'en prendre à vous-même. Vous allez d'abord vous en prendre à vous-même avant de toujours chercher. Alpha Condé qui a commencé à taxer la France de tout, que ce soit en Côte d'Ivoire au niveau des conférences. Mais qui l'a mis là? Qui l'a soutenu? Qui l'a soutenu dans son combat? N'est-ce pas la même France? Bon, je vais pas renchérir, mais comme je l'ai dit, c'est le premier responsable. Mais il ne faut pas oublier que quand on s'oppose à ces grandes puissances, on fragilise son pouvoir. Soit on fait des concessions pour rester plus longtemps, soit on accepte ce qu'ils nous proposent pour rester. On s'oppose après avoir mangé Ce dans ne sont pas leur des assiette. théories, c'est concret, je peux prendre plusieurs exemples. D'accord, bon. Mais ce n'est pas le but. On s'oppose après avoir mangé dans leur assiette. C'est normal que celui qui t'a nourri avant Donc, c'est lui le responsable, mais il y a les mains noires. C'est tout ce que je dis. Au final, on peut donc penser que il est peut-être le plus grand responsable de sa chute. Il a peut-être créé l'environnement pour pouvoir perdre le pouvoir. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Guinée a une histoire un peu sanglante. Mais bien sûr. J'aime bien quand même relater quelques faits depuis que vous connaissez. L'affaire Camboiro pendant la Première République, où il y a eu 50 000 personnes. Il y a la purge de 1986, où les anciens cadres mais là, nous sommes en 2021, Auguste. de Sékou Touré ont été éliminés. Il y a la répression sanglante de janvier-février en 2007. Et il y a surtout le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. D'accord. C'est ce que je veux dire. Et Alpha Condé n'a jamais, pendant 10 ans, il a fait miroiter les gens sur un Il a procès. dénoncé tout ceci. Il a dénoncé ce massacre du stade. Non, ce que mais il n'y a jamais de procès. Non, Après, après les avoir cités, ce que je voulais dire, c'est un pays qui avait besoin d'une réforme sur le plan social, ce qu'il n'a pas réussi à faire, et refaire la politique intérieure de son pays. C'est ce qu'il avait dit, que c'était les grandes réformes. Il n'a pas réussi à changer la mentalité guinéenne. Moi, je pense que c'est l'un de ses... Au contraire, il a changé sa mentalité à lui, mais négativement. Négativement, on est bien d'accord. C'est très bien que vous parlez de cela, parce qu'il y a un aspect, moi aujourd'hui, qui me vient en tête, et c'est une question que j'aimerais poser. Hein? Au vu de cette fébrilité démocratique que vous avez citée ici, on peut se poser la question, mais quel est l'avenir de la Guinée au final? Cet avenir est-il lié aussi au renforcement institutionnel de la sous-région? Parce qu'on l'a vu, hein, la CEDEAO a quasiment pris acte des putschistes. Ils n'ont rien dit. Le seul communiqué que la CEDEAO a communiqué, c'est savoir est-ce que Alpha Condé va bien. On le voit aussi par l'impuissance de l'Union africaine.
Donc au final, et c'est une question aussi qui va se poser à toute l'Afrique, mais d'abord là pour le moment c'est celle-là, quel est l'avenir de la Guinée-Yette? Déjà, soyons sérieux quand on parle des institutions comme l'Union africaine, CEDEAO, CEMAC. Je pense que pour moi, c'est les mutuelles, c'est les moziki, comme on le dit au Congo. Elles ne servent absolument à rien. Pourquoi ces institutions n'ont jamais condamné les coups d'État constitutionnels opérés par les chefs d'État? Ces institutions n'attendent que quand le peuple veut réclamer ses droits, c'est à ce moment-là qu'ils se lèvent. Leur avis ne compte pour du beurre, ça ne compte même pas. Et aujourd'hui, l'avenir de la Guinée, on ne peut pas condamner un État. Tant qu'un État n'a pas disparu de la carte, on ne condamne pas cet État. Aujourd'hui, on continue à espérer que l'homme guinéen prenne d'abord conscience que son avenir dépendra de l'unité de tous les enfants de la Guinée. Ce coup d'État, semble-t-il, a été applaudi par les Guinéens. Aujourd'hui, Alain, quel est pour toi l'avenir de la Guinée? Comment cet avenir s'inscrit-il sur la durée, surtout au niveau démocratique? Parce que on le voit, hein, au vu des derniers événements, il y a 12 ans déjà, Dadis a pris le pouvoir par un putsch. Aujourd'hui, c'est le colonel Doumbouya. Mais quel est l'avenir de la Guinée au final, Alain, s'il te plaît? Alors, juste une petite parenthèse sur la justification du coup d'État. Moi, j'ai dit, avant de revenir sur ta question, euh, on ne peut pas justifier, un coup d'État ne peut pas se justifier. Je ne connais jusqu'à présent aucun pays, qu'il soit africain ou pas, où on pouvait justifier un coup d'État, même si la situation était assez catastrophique. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'Alpha Condé a fait un coup d'État civil, un coup d'État constitutionnel. Donc il a simplement fait aussi quelque chose qu'on ne pouvait pas justifier. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir de la Guinée, moi je dis, enfin, je peux être optimiste, mais vu que pour l'instant, ce sont des militaires qui sont à la tête de ce pays, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer pour dire, ok, ça peut être un avenir positif ou bien un avenir négatif, parce que dans tous les cas, quand les militaires sont à la tête d'un pays, on sait ce que ça donne. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier aussi le contexte sous-régional avec une Guinée quand même qui était un peu persona non grata par rapport au pays, au plus grand pays de la sous-région, à savoir le Sénégal et aussi la Côte d'Ivoire. Et vis-à-vis de la CEDEAO, je dirais même que Ado et Macky Sall étaient quasiment contents de ne pas diriger cette instance-là au moment où ce coup d'État-là arrive. Donc, du fait qu'il y avait un peu de tensions entre eux et qu'aujourd'hui, la présidence revenait au Ghana. Et donc, aujourd'hui, la CEDEAO dit, OK, on a pris acte, et ensuite, on envoie une délégation pour parler simplement de l'exfiltration de l'ancien chef d'État, et on ne peut pas parler encore de l'avenir. Est-ce que vous allez mettre une transition en place? Est-ce que le pays va se relever? Est-ce qu'on a concrètement une volonté de la sous-région de se dire, OK, on veut renouer avec cette Guinée-là. Si vous êtes d'accord de faire avancer ce pays, nous, on est prêt à vous aider. Ils ne le font pas. Donc, c'est quasiment cette institution est un château de cartes. Ce qui fait que, étant donné que la Guinée, c'est un pays qui est assez fragile économiquement, socialement et dans tous les sens qu'on connaît, aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur un avenir quelconque de la Guinée. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est observer et voir si tout ce que Mamadi Doumbé a dit, est-ce que ça va se concrétiser ou pas? Voilà ce que je peux dire là-dessus. Très bien. Alors, tu as parlé de quelque chose qui est très intéressant et qui a ressurgi surtout l'année dernière. Tu as parlé de coup d'État institutionnel. Je reviens donc sur quelque chose qui a animé les démocraties africaines l'année dernière, c'est l'histoire du troisième mandat. Récemment, lors du dernier sommet de la CEDEAO, il y a le président du Libéria, George Weah, qui a dit, je cite, si la suppression de la limite des mandats sert de déclencheur pour le renversement des gouvernements, alors peut-être la CEDEAO devrait faire tout son possible pour s'assurer que les limites de mandat dans les constitutions soient respectées. On en revient donc là encore. Une histoire de troisième mandat, de changement constitutionnel, etc., etc.
Donc tout cela s'inscrit aussi dans l'avenir de la Guinée, mais pas seulement la Guinée, hein. On le voit dans beaucoup de pays africains. Les mêmes causes, les mêmes actes, toujours la même chose. Auguste, pour toi aujourd'hui, quel est l'avenir de cette Guinée, surtout au niveau des institutions? Maintenant que c'est fait, on va voir Doumbouya, comme a dit, on va observer. Parce que là, si c'est l'armée qui va diriger, elle fera 3 mandats finalement. Nous ne savons pas. Donc moi, finalement, ce changement de constitution est une solution à dose homéopathique. Moi, ce que je veux vraiment dire, l'avenir de la Guinée repose sur le peuple guinéen d'abord. Mais pas sur des institutions fortes Mais d'abord. les institutions Mais qui fortes, compose ces institutions, hein? c'est le peuple guinéen. Aujourd'hui, la Guinée a aussi un problème, le taux d'alphabétisation qui est très élevé Non. qui est très élevé du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il faut reformer cela. Il y a 80% de la population guinéenne qui vit de l'élevage, de l'agriculture, etc. Et ils sont dans l'informel qui rapporte de l'argent. Rien n'est accompagné. Il faut peut-être une certaine restructuration sociale et après remettre en place les institutions. Moi, je pense que l'éducation sera pour moi la clé du changement pour l'évolution. Mais cet avenir, pour qu'il y ait une solidité au niveau démocratique, elle devrait surtout s'inscrire au niveau économique, Yet. Oui, mais bien entendu, le niveau économique et le niveau social, c'est des niveaux intimement liés. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une vision. La vision, elle n'est pas seulement portée par des mots, elle doit être portée par une volonté, par des actes, par des actions imposées en fait. C'est ce que, et cette volonté-là ne peut être que nourrie par une qualité d'éducation. Il faut former des hommes. Des hommes, il faut les former. Le problème de la Guinée, c'est que de Sékou Touré en passant par Lansana, Conté, Dadis Camara et aujourd'hui Alpha Condé, malheureusement ce peuple a été nourri par la médiocrité, par le manque de qualité de leadership en fait. Et c'est ce qui fait tâche au niveau de la Guinée aujourd'hui. Juste pour compléter l'argument de Yet, en parlant de tous ces grands dirigeants, entre guillemets, Sékou Touré, après avoir dit non à Charles de Gaulle, on connaît, il est devenu lui-même l'homme de lui-même et dictateur, alors qu'il avait suscité de l'espoir sur tout le continent. C'était devenu, je vais dire, une star politique. Et aujourd'hui, où en sommes-nous son successeur et ensuite Alpha Condé, ils ont fait la même chose. Donc moi, je pense que la Guinée, exceptionnellement, ne doit pas reposer aujourd'hui sur des hommes forts, mais effectivement des institutions fortes partiront du peuple guinéen qui va se relever. Tout à fait. Alors, qu'en penses-tu? Alors, ce que j'en pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a le peuple, mais il y a aussi, comme je disais, le contexte sous-régional, parce un pays ne peut pas forcément évoluer tout seul. Surtout un pays comme la Guinée, avec toutes les problématiques dans toutes les strates de la société qu'il a aujourd'hui, c'est compliqué d'évoluer tout seul. Donc, ils se sont assez isolés pendant longtemps, ils ont assez compté sur eux pendant longtemps, et l'arrivée d'Alpha Condé et surtout ce changement de constitution n'a pas du tout arrangé les relations qu'il avait avec son voisin sénégalais et et les autres pays. Donc c'est pour dire que oui, il y a la volonté du peuple. Le peuple, on va toujours dire oui, il faut le peuple va mettre en place des institutions, le peuple va faire ci, le peuple va faire ça. Mais au-delà aussi du peuple, il faut aussi voir le contexte sous-régional de savoir ok, qu'on est des leaders qui sachent comment négocier avec le voisin, comment négocier avec les personnes qui peuvent nous aider, les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose, tout ça. Et à partir de là, il faut une relation saine. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas forcément des relations saines avec ses voisins. Et ça, c'est quelque chose qui est assez négatif, qui ne peut pas permettre au pays de pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, ce n'est pas que le peuple, il faut les deux en fait. Il y a le peuple, oui, qui commence, qui dit ok,
il faut une autodétermination qui nous permette de pouvoir faire avancer notre pays. Mais à partir de là, la suite, c'est simplement, ok, bah, comment avec les voisins, comment on peut s'arranger, comment on peut faire ci, comment on peut faire ça pour pouvoir permettre un développement qui soit solide et sur le temps. Très bien, Alain. Donc, nous allons essayer d'apporter une petite conclusion, chacun à notre niveau. Au vu de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, au vu de ce que vous savez et surtout au vu des projections que vous faites, quelle est la conclusion que vous pouvez apporter aujourd'hui, chacun de vous, assez rapidement? On va commencer par Auguste. Moi, je pense que le peuple guinéen est souverain et je pense que le peuple aura son avenir, même si ce sera difficile d'avoir son avenir avec des hommes qui seront trop forts par rapport à son peuple pour l'écraser. Je continue à croire, je reste optimiste que malgré tout ce que nous disons, il y aura un retournement de situation positif pour ce peuple. Alain. Alors, moi de mon côté, je dirais c'est la Guinée de par son histoire, depuis quand même un certain temps, enchaîne pas mal d'échecs institutionnels et politiques, pour plusieurs raisons. C'est dommage, mais j'espère que cette fois, cette fois est la bonne. Et j'espère que ce peuple va pouvoir réussir à pouvoir se lever, à pouvoir prendre les bonnes décisions. Des fois, ce n'est pas forcément toujours une question de on est allé à l'école ou on n'est pas allé à l'école. C'est une question simplement de détermination et de bon sens pour se dire, OK, c'est mon pays, j'ai envie de le développer et voilà comment je peux faire. Et je pense que si des millions de personnes arrivent à se dire ça et arrivent à être déterminés, je pense qu'on peut arriver à avoir une Guinée assez optimiste et qui permettent en fait à tout le pays de pouvoir se développer et puis avoir de nouvelles perspectives. Yet, un mot pour la fin? Le passé n'a pas souvent été rose pour la Guinée, mais j'aimerais tout simplement redemander au peuple guinéen de continuer à garder espoir, de continuer à développer ce patriotisme en fait, et se poser la question, est-ce que nous voulons pour les 30 prochaines années rester au même stade où on en est actuellement? La réponse à cette question déterminera en fait le sens du combat, le sens de la marche à suivre. Très bien. Donc, à la lumière des interventions de mes camarades, on peut donc tenter de conclure en disant ceci, qu'Alpha Condé a été une déception encore plus grande que l'espoir qu'il avait jadis suscité. On peut aussi se demander, on peut aussi conclure ainsi, l'avenir de la Guinée, mais aussi de l'Afrique en général, doit s'inscrire avec des institutions fortes, car l'homme providentiel, comme on veut nous le vendre, n'existe pas. Il en va donc des nouvelles générations, donc nous autres, de placer les institutions, les lois au-dessus des hommes pour que le développement de nos pays soit pérenne, sinon nous assisterons encore et toujours à la même chose. C'est ainsi que se termine ce 3e rendez-vous de Ça Discute. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.